Premièrement, merci à tout le monde d'être là. Donc, il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir. Plaisir de voir qu'il y a un gros intérêt pour la cardiologie et pour les maladies des valves en particulier. Donc, je vais commencer à vous parler un petit peu des valves, fonctionnement du cœur, à quoi ça sert les valves, aussi de l'aspect, on va dire, des traitements par cathéter, que le docteur Panos continuera par des traitements chirurgicaux. Donc l'appareil cardiovasculaire, qu'est-ce que c'est? L'appareil cardiovasculaire, donc, il assure le transport du sang riche en oxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il est composé du cœur et puis des artères et des veines. Les artères transportent le sang du cœur vers les organes, à l'inverse, les veines ils ramènent le sang des organes vers le cœur. Donc le cœur, il fonctionne comme une pompe, il permet de faire circuler le sang. Il faut savoir qu'il se contracte à peu près 100 000 fois par jour. C'est un muscle creux qui est cloisonné et puis qui à chaque contraction va propulser du sang dans les artères. Il est composé de 4 cavités avec un cœur droit. On ne voit pas bien avec ça. Voilà, un cœur droit de ce côté sur votre gauche, à la gauche de l'écran, et puis un cœur gauche qui est ici à droite de l'écran. Chacun de ces cœurs donc, sont composés d'un ventricule avec un gros muscle et puis d'une oreillette au-dessus. Donc ici on va voir comment ça se passe au niveau du cœur droit. Donc le cœur droit, il va recevoir le sang pauvre en oxygène renvoyé par les organes. Le sang va pénétrer depuis la veine cave supérieure, la veine cave inférieure dans, on va essayer de montrer très bien avec ça, ici dans l'oreillette droite. Et puis l'oreillette droite va se contracter et pousser le sang dans le ventricule droit ici. Ensuite, c'est le ventricule droit qui se contracte et va pousser le sang à travers l'artère pulmonaire vers les poumons pour que le sang redevienne riche en oxygène. Ici, on voit ce qui se passe au niveau du cœur gauche. Donc, après que le sang soit passé dans les poumons, il revient par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. À ce moment-là, l'oreillette gauche va se contracter, pousser le sang dans le ventricule gauche. Et puis ensuite, à son tour, le ventricule gauche se contracte et va expulser le sang vers l'aorte pour aller distribuer ce sang au reste du corps, notamment à tous les organes. Donc, les valves, qu'est-ce que c'est que les valves? Donc, il y a 4 valves qui existent au niveau du cœur et qui séparent les cavités du cœur. Ici, la valve tricuspide et la valve pulmonaire, qui sont les valves du cœur droit. Et puis, il y a la valve mitrale et aortique, qui sont les valves du cœur gauche. Alors, les valves, c'est des structures passives. Elles s'ouvrent mécaniquement sous la pression de la contraction de la cavité, soit du ventricule, soit de l'oreillette. Et puis, elles se referment lors de la relaxation de la cavité. Et puis donc, elles sont utiles parce qu'elles permettent de faire circuler le sang dans un seul sens. Alors, les maladies des valves, qui est le sujet principal de ce soir, il faut savoir que ça peut survenir à tout âge, mais c'est principalement quand même, disons, des maladies du sujet âgé, et ça peut toucher jusqu'à 15% des sujets de plus de 75 ans. Il y a 2 formes de défaillance des valves cardiaques. Donc, soit il peut y avoir un rétrécissement, ce qu'on appelle une sténose, soit il peut y avoir une fuite, qu'on appelle une régurgitation ou une insuffisance. Alors, quelles sont les causes des maladies des valves? Le plus souvent, elles sont ce qu'on appelle dégénératives, c'est-à-dire que c'est un phénomène d'usure lié au temps et à l'âge. Ensuite, il y a des phénomènes, disons, suite à des infections. Il peut y avoir soit une atteinte directe par une infection de la valve, on appelle ça une endocardite, où des bactéries viennent attaquer directement la valve, ou il peut y avoir des maladies où il y a des infections qui sont mal soignées et qui font on va dire des atteintes a posteriori. C'est le cas de la maladie rhumatismale.
Donc c'est typiquement dans le cadre, par exemple, d'angines, un streptocoque qui ont été mal soignés dans l'enfance. Il y a aussi des causes de malformation congénitale et puis d'autres causes un peu plus rares. Après une radiothérapie, par exemple, il y a des maladies auto-immunes et aussi des maladies médicaments, enfin des atteintes sur certains médicaments. Alors, on va parler brièvement de l'insuffisance mitrale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'insuffisance mitrale? Il faut savoir que c'est la deuxième atteinte valvulaire la plus fréquente après le rétrécissement de la sténose aortique. Ça touche environ 5% des patients de plus de 75 ans. Et c'est lié le plus souvent à des phénomènes d'usure ou éventuellement de malformation de la valve. Ici, on voit la valve mitrale avec le sang qui régurgite en arrière lors de la fermeture de la valve. Vous voyez sur cette animation ce qui se passe. Donc là c'est ce qu'on appelle une rupture de cordage. C'est une partie de la structure de valve qui va provoquer une faiblesse de la valve avec, vous voyez, un retour de sang en arrière à chaque fois. Tac, vous voyez. Donc ce reflux de sang depuis le ventricule dans l'oreiller gauche va provoquer une surcharge du cœur qui doit travailler plus pour faire circuler le sang, pour maintenir un bon volume circulant. Et donc cette surcharge de travail pour le cœur, à terme, ça peut mener à ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque même terminale. Alors qu'est-ce que le patient peut ressentir dans ce cas-là? Il peut ressentir de l'essoufflement à l'effort, voire même au repos dans les cas les plus sévères. Il peut ressentir une fatigue aussi générale ou lors des efforts. Et puis ça peut aussi mener à des arythmies qui vont provoquer donc, des palpitations chez les patients. Le traitement, il est chirurgical dans la très grande majorité des cas. Il y a quelques traitements par des techniques par cathéter qui existent, mais qui sont, disons, peu utilisés, encore peu développés, je dois dire, à ce jour. Et puis, c'est vraiment pour des patients qui sont jugés à vraiment trop haut risque pour une opération chirurgicale. Et puis, donc, pour décider du traitement, normalement, on en discute au sein d'un groupe multidisciplinaire qu'on appelle le Heart Team, qui réunit les cardiologues, les chirurgiens, les anesthésistes et les intensivistes, pour vraiment déterminer quel est le meilleur traitement, le traitement le plus sûr pour le patient. On va parler maintenant de la sténose aortique. Peut-être qu'on peut donner les petits modèles juste dans l'audience pour que les gens se fassent une idée. Donc la sténose aortique ou le rétrécissement valvulaire aortique, c'est une maladie qui touche environ 5 à 10% des sujets de 75 ans. Elle est due en fait à une usure accélérée de la valve aortique qui se fait donc par des dépôts de calcium au niveau des feuillets qui la rendent rigide. Donc vous voyez ici une valve aortique normale, hein, il y a 3 feuillets, ils ont l'air propres, ils sont fins. Et puis, avec le temps, il y a de l'usure qui se fait et il y a du calcium qui se dépose sur les feuillets. Et le calcium, ça entraîne une rigidification du feuillet. Et donc, les feuillets ne vont plus bouger et ça va rester fixe. Et donc, ça va causer un obstacle à l'éjection du sang par le ventricule gauche. Donc, on a distribué des petits modèles. Vous pouvez regarder, donc le modèle rouge, c'est une valve normale, hein. Ça c'est à échelle, disons, c'est la vraie taille à peu près d'une valve aortique. Vous pouvez voir comment c'est fait, il y a 3 feuillets, vous pouvez mettre le doigt dedans, vous voyez qu'on peut ouvrir assez facilement la valve. Et puis ici en gris, vous avez un modèle de sténose aortique. Donc déjà vous voyez la valve, elle est toute cabossée, hein. Vous voyez les petites spicules de calcium, et puis si vous essayez de mettre le doigt dedans et de pousser, on n'arrive pas à l'ouvrir, parce que c'est dur. Donc ça provoque vraiment un obstacle à l'écoulement du sang. Donc le ventricule gauche va devoir travailler plus pour vaincre cet obstacle, ça va causer une surcharge du travail de pompe. Et puis là aussi, ça va entraîner typiquement l'essoufflement à l'effort, ça peut faire des douleurs dans la poitrine. Ça peut entraîner des malaises, des pertes de connaissance,
ça peut mener aussi à de l'insuffisance cardiaque, de l'œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons. Et il faut savoir, c'est quand même le pronostic de la sténose aortique, si on ne fait rien, il est assez mauvais. Et ça peut mener à une mort subite, parfois comme premier symptôme. Alors, quels sont les traitements de la sténose aortique? Il y a deux traitements possibles. Il y a le traitement par chirurgie de remplacement valvulaire. Et puis, il y a un traitement plus récent qui se fait par cathéter, qui est l'implantation de valves par cathéter, qu'on appelle TAVI. Là aussi, pour décider quel est le meilleur traitement pour le patient, c'est des choses qui se discutent au sein du groupe multidisciplinaire, donc du HeartTeam comme pour la valve. Je vais vous toucher deux mots sur le TAVI, qui est une technique qu'on fait ici avec El Dato, qui est entre autres ma spécialité, pour laquelle j'ai été formé quelques années à l'étranger. Donc, TAVI, ça veut dire, c'est un acronyme anglais qui veut dire Transcatheter Aortic Valve Implantation. Donc, il s'agit d'implanter une prothèse en utilisant un cathéter, en passant à travers l'artère fémorale au niveau du pied de l'aigle. La première intervention a été effectuée il y a un peu plus de 15 ans, donc en 2002, par le professeur Alain Cribier à Rouen. Et puis, depuis, il y a eu d'énormes progrès qui ont été réalisés avec cette technique. Elle s'est beaucoup simplifiée, les résultats se sont nettement améliorés, le matériel s'est affiné. Et progressivement, cette technique est en train de remplacer la chirurgie comme traitement de choix pour la sténose aortique d'origine dégénérative. Donc, la sténose aortique liée à l'usure de la valve. Cette intervention, donc, elle peut être réalisée soit sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Elle dure en général, elle dure à peu près 1h30 à 2 heures de temps. L'hospitalisation, ici, on garde volontiers les gens à peu près 4, 5, 6 jours. Ça peut arriver qu'on laisse les gens partir plus tôt. Parfois, on va les garder pour d'autres problèmes de santé cuisants. Et puis, l'avantage de cette intervention, notamment par la chirurgie, c'est qu'elle permet une récupération très rapide. Les gens sortent de l'hôpital et ils sont comme avant, même mieux parce qu'ils n'ont plus d'obstacle sur la valve aortique. C'est vrai qu'il n'y a pas toute la période de récupération longue qu'on peut avoir après une chirurgie cardiaque. Je vais vous montrer là une petite animation sur le TAVI. Donc, vous voyez ici justement cette valve aortique rétrécie, vous voyez qu'elle ne s'ouvre plus très bien, les feuillets bougent à peine. Donc là, il y a vraiment un obstacle à l'écoulement du sang vers l'aorte. Donc ce qu'on fait, on va aller ponctionner avec une petite aiguille l'artère fémorale au niveau du pied de l'aile. On va remonter avec un petit fil métallique, on appelle ça un guide, qui va nous servir en fait de rail pour amener notre matériel. Et puis sur ce guide, sur ce fil, on va amener un tuyau un peu plus gros qui fait un peu moins de 6 mm, qu'on fait remonter à travers l'artère fémorale. À travers ce tuyau, on va avancer un cathéter sur lequel est montée une prothèse valvulaire. Donc, vous allez voir, la prothèse valvulaire, c'est comme un stent, c'est comme un gros stent coronaire, donc un petit grillage qui est monté sur un ballon. Donc on place la prothèse au niveau de la valve malade et puis on va gonfler le ballon. Ça permet d'implanter la valve. Donc ça va refouler l'ancienne valve malade derrière. Et puis vous allez voir, donc, au sein de ce grillage métallique, il y a les feuillets de la valve artificielle de la prothèse, qui est une valve biologique. C'est le même type de matériel qu'une valve chirurgicale. C'est du tissu animal qui a été traité. Et là, vous voyez, donc le tour est joué, la valve est en place. Donc voilà, pour conclure cette première partie, donc j'espère que vous avez compris que les valves sont un élément essentiel pour le fonctionnement du cœur. Les maladies valvulaires, comme je l'ai dit, elles touchent jusqu'à 15% des patients de plus de 75 ans. Elles peuvent causer soit des rétrécissements ou des fuites. Et alors, bien heureusement, les traitements qu'on a à disposition, qu'ils soient chirurgicaux ou percutanés, selon disons, le type de valve touchée, ces traitements sont efficaces. Et j'insiste encore une fois, on se réunit toujours au sein d'une équipe pour décider quel est le meilleur traitement parmi ces traitements percutanés ou chirurgicaux. Voilà, merci pour votre attention. Au revoir.
ici pour parler des aspects chirurgicaux. Bonsoir, merci à tous d'être là, malgré le mauvais temps. Je ferai suite aux explications très détaillées de mon confrère Amir. Donc, en ce qui concerne la chirurgie valvulaire, c'est quelque chose qui commence très longtemps en l'avance. 1925, excusez-moi, je me déplace parce que ça fait des interférences. Alors, la première implantation valvulaire a eu lieu en 1925. Elle était faite sans l'assistance de la circulation extracorporelle que je vous expliquais tout à l'heure comment ça fonctionne, ainsi que en 1952, lorsqu'il y a eu une valve qu'on a placée carrément en dehors du cœur sur l'aorte du patient. La vraie chirurgie cardiaque commence en 1960 avec le premier remplacement valvulaire aortique qui a suivi ensuite le remplacement valvulaire mitral pour arriver en 2004, 1997 et 2004 où on parle de chirurgie cardiaque mini-invasive et vidéo-assistée. C'est un peu le sujet de ce jour. La grande différence de la chirurgie cardiaque par rapport à la cardiologie et puis l'implantation valvulaire que le Dr Fassa vous a expliqué tout à l'heure, c'est qu'on se sert de la circulation extracorporelle. C'est un appareil qui remplace un peu le cœur du patient pendant que celui-ci ne fonctionne pas. Donc on aspire le sang du côté veineux, donc le sang non oxygéné, on le passe à travers un réservoir, un oxygénateur, et ensuite une pompe à galets le repousse à travers un échangeur thermique qui maintient le patient à la bonne température dans le côté artériel pour finir son circuit. Ainsi donc, on dérive le sang en dehors du cœur alors que le cœur est complètement arrêté et on y travaille dessus. C'est ça un peu la circulation extracorporelle. Disons, ça semble très simple, mais il y en a beaucoup des tuyaux et le perfusionniste, c'est la personne qui manipule tout ça pendant que nous travaillons sur le patient. Pourquoi on se sert de la sternotomie? C'est l'incision classique pour ce genre d'opération. Donc on fend le sternum du patient au milieu, tout simplement parce que le cœur il est symétriquement placé derrière le sternum. Et ainsi on a accès à tous les côtés du cœur. Et on travaille sur le cœur arrêté, mais à l'intérieur du patient. Plusieurs personnes croient qu'on sort le cœur du patient, on le met sur la table, on le répare, on le remet. C'est pas du tout ça. Le cœur reste dans le corps du patient. Les techniques de traitement, c'est la chirurgie cardiaque classique, par sternotomie, ce qu'on a vu tout à l'heure, la chirurgie cardiaque vidéo-assistée, je vous montrerai quelques images tout à l'heure, la chirurgie cardiaque robotique et les techniques endovasculaires que le Dr Fassa vous a expliqué tout à l'heure. Les valves cardiaques commencent par cette valve-ci, c'est la valve de Stars communicage à oiseau, avec une bille de ping-pong qui s'est balancée à l'intérieur. On passe ensuite à une valve à disque et puis ensuite à une valve à deux disques, deux clapets, qui est la valve actuelle. Donc, cette collerette sert à suturer la valve sur le patient et puis ces collerettes, elles sont passivement menées par les mouvements du sang du cœur. Une valve biologique de première génération, c'était ça, elle était faite des valves de porc. Et ensuite, on est passé sur des valves biologiques qui sont faites de péricarde, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure les cœurs des mammifères. Et ça, c'est les valves qu'on place, que les cardiologues placent par voie percutanée, comme il vous a expliqué tout à l'heure. Pour la chirurgie, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a arrêté le cœur, ici on aspire le sang, ici on le remet dans le patient, on arrête l'arrivée du sang dans le cœur, donc le cœur il est complètement arrêté et vidé de son sang. On ouvre le conduit aortique, on enlève la valve, au lieu de l'écraser contre ses parois, on nettoie cet anneau
Et ensuite, on remplace, on mesure l'anneau, évidemment pour savoir quelle taille va pour quel patient, et on remplace la valve à travers, en la suturant avec des fils. Ça c'est pareillement, ça c'est une valve mitrale où on utilise des techniques de réparation pour, comme à la manière d'un chirurgien esthétique, on fait un genre de chirurgie esthétique de cette valve. Alors on s'est adapté, la chirurgie cardiaque, même si on s'adapte moins facilement que les autres spécialités. Puis comme toutes les spécialités vont vers le mini-invasif, on fait les choses comme pour une vésicule biliaire, on l'a fait à travers des petits orifices. On a voulu faire la même chose en chirurgie cardiaque. Alors pour quelles raisons? On est parti de nouveau avec la définition de l'opération idéale pour causer le moindre traumatisme sur le corps, perturber le moins son fonctionnement physiologique, en même temps avoir des bons mouvements pour les instruments qu'on se sert pour opérer, et en même temps de bien voir, parce que ça c'est une condition sine qua non pour avoir un bon standard de chirurgie. Ainsi on a tronqué cette incision du sternum à part des petites incisions qui se trouvent dépendant sur quelle valve on veut intervenir. Donc pour la valve aortique, on se place entre la deuxième et la troisième côte. Pour la valve mitrale, parce que la valve mitrale se trouve à peu près ici, on se place entre la quatrième et la cinquième côte. Donc ça fait des incisions pareilles, avec un résultat esthétique que, surtout pour les femmes, peut être très important. À la Tour, on a été pionnier sur l'utilisation de la chirurgie mini-invasive. Donc on a commencé en 2008, ça c'était la première opération robotique en Suisse, qui a été suivie par la première opération coronarienne aussi en Suisse par le robot. Donc ça c'est les incisions d'une valve aortique. On voit le péricarde, donc l'enveloppe qui entoure le cœur des mammifères, et à travers cette incision on peut remplacer la valve et puis avoir un résultat beaucoup plus discret, je dirais. Donc, est-ce que c'est juste l'esthétique? Non. On a une vraie diminution du trauma, une diminution du séjour hospitalier, on a moins de transfusions, on peut bien le comprendre puisqu'on fait moins de lésions au niveau corporel, moins d'infections, un résultat esthétique qui est excellent, et surtout les patients, ils peuvent retourner aux activités quotidiennes plus rapidement. C'est pas toujours voulu, mais on peut le faire. Où est-ce qu'on peut appliquer cette chirurgie mini-invasive? On peut remplacer ou réparer la valve mitrale, on peut remplacer la valve aortique, on peut réparer la valve tricuspide, fermer certaines communications congénitales, excision des tumeurs cardiaques mais bénignes seulement, quelques indications pour des pontages coronariens lorsqu'il s'agit d'un seul vaisseau, et quelquefois des deuxième ou troisième interventions. Donc ça c'est l'incision pour une réparation mitrale. On travaille avec des orifices qui sont assez petits à l'aide d'une caméra, et finalement le résultat il est assez bon. Ça c'est des valves mitrales humaines réparées. Donc ça c'est la valve qu'on voyait tout à l'heure avec les deux feuillets. Ici c'est l'endroit où la valve s'ouvre. Elle est réparée avec un anneau autour pour fixer le résultat. Alors, après toutes ces années qu'on utilise cette chirurgie, on a des études qui montrent que cette chirurgie est au moins égale à la chirurgie classique, malgré qu'on passe par des petites incisions, et que ce n'est pas une chirurgie expérimentale. Là, je voudrais juste vous montrer un petit film. Ça, c'est la vision que nous avons. Là, nous sommes dans l'oreillette que le docteur Fassa vous montrait tout à l'heure. Donc, ça, c'est une valve. Le cœur est arrêté. Ça bouge juste parce qu'on passe des fils. Ça, c'est le feuillet antérieur. Ça, c'est le feuillet postérieur. Et ça, c'est les fils qui tiennent ces valves à la manière d'un parachute. Là, nous sommes en train de passer des fils de remplacement pour remettre ces deux fils, ces deux clapets à la bonne longueur. Et là, c'est des instruments longs, on suture les fils, c'est vraiment de la chirurgie esthétique de la valve mitrale. Il existe pourtant des contre-indications, c'est-à-dire des patients sur lesquels on ne peut pas appliquer ce genre de méthode.
Et ceci dépend par l'anatomie du patient. S'il y a eu une chirurgie sur le thorax droit, parce que c'est du côté droit qu'on passe malgré que le cœur se trouve à gauche. S'il y a une maladie des vaisseaux périphériques, parce qu'on ne peut pas se connecter à l'appareil de la circulation extracorporelle, et lorsqu'il y a des pathologies associées, c'est-à-dire qu'il y a une valve aortique avec des coronaires ou un anévrisme de l'aorte ascendante à opérer avec des coronaires. Alors, à toutes ces questions, on pourra répondre par la suite. Et actuellement, nous sommes passés par ce genre de chirurgie à ce genre de bloc opératoire où on peut associer la présence de la scopie pour les opérations hybrides ou endovasculaires, la présence du robot et puis beaucoup d'autres avantages encore. Avec tout ça, on peut se demander est-ce que c'est la fin de la chirurgie classique? Pour certaines indications, je pense que oui. Pour la chirurgie, elle va devenir de plus en plus moins invasive, elle va être remplacée pour beaucoup d'indications par la chirurgie endovasculaire. Et je pense qu'on va pour le mieux du patient sur un milieu qui va être de moins en moins chirurgical et ouvert pour le patient. Ça, c'est une phrase du père de la fusée à propulsion liquide qui montre que probablement tout va être la réalité de demain. Donc, en sommaire, on peut dire que la chirurgie mini-invasive est un traitement efficace. Il donne des excellents résultats opératoires avec moins de pertes sanguines, moins d'infections, moins de douleurs. Et le résultat esthétique est de toute manière excellent. Un des avantages, c'est qu'on doit en faire un certain nombre pour être performant. Je vous remercie. Vous avez des questions par rapport à ces deux sujets? Vu que ces valves sont faites vu que les valves de remplacement sont en fait tissu humain, est-ce qu'il y a des phénomènes de rejet des fonds? Ça, c'est une très bonne question. En fait, toutes ces valves, elles sont faites par des tissus animaux, elles sont ce qu'on appelle décellularisées, c'est-à-dire on enlève avec des procédés chimiques les cellules, donc l'organisme n'arrive pas à les reconnaître comme des tissus étrangers, vivants. Et ça fait, c'est comme à la manière d'une prothèse complètement inactive, comme une prothèse de hanche ou un implant dentaire. Donc l'organisme n'arrive pas à les reconnaître comme un organisme vivant qui ne lui appartient pas. Merci. Justement, vu que ce ne sont pas des tissus, enfin ce n'est pas mécanique, quelle est la durée de vie? Elle est moins élevée qu'une valve mécanique? Donc, effectivement, il y a deux types de valves. Il y a des prothèses biologiques et des prothèses mécaniques. En chirurgie, les deux sont utilisés dans les techniques par cathéter, c'est unique pour les prothèses biologiques. Les prothèses biologiques ont une durée de vie estimée moins longue, entre 10 et 15 ans, tandis que les valves mécaniques, qui sont métalliques, elles durent facilement jusqu'à 30 ans. La Ratim fait combien de ces opérations par semaine ici? Alors ça, c'est une très bonne question aussi. Parce que vous parliez de l'expérience qu'il faut. Alors, c'est pas le Heart Team qui fait les interventions. Le Heart Team, c'est l'équipe, si vous voulez, qui est composée des chirurgiens, cardiologues, intensivistes et les anesthésistes, qui a comme but de choisir au mieux les indications pour le patient et d'appliquer la meilleure technique. Maintenant, les chirurgiens, Genève, c'est une petite ville, donc on fait en gros entre 250 et 300 opérations par année sur Genève.
Et puis parmi ces opérations, il y a une partie qui est entre 20 et 30% qui sont mini-invasives. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir collaborer avec d'autres équipes qui se trouvent aussi à l'étranger, de manière à pouvoir opérer plus de patients que ça et de garder une bonne habitude de ces opérations. Et pour toute la Suisse, le nombre des opérations? La Suisse, elle fait si on compte 7 millions d'habitants, il faut compter environ 7 à 8 000 opérations cardiaques par année. Donc c'est une opération par 1000 habitants, à peu près pour le monde occidental. Certaines de ces indications vont être remplacées par les valves endovasculaires, cardiologiques, mais on les compte quand même comme des patients chirurgicaux qui doivent être opérés d'une manière ou d'une autre. Oui, bonsoir. Donc vous avez parlé des techniques TAVI par rapport à des patients qui ont des sténoses aortiques d'origine dégénérative. Qu'est-ce qu'il en est des enfants? En fait, est-ce que c'est les mêmes techniques? Est-ce que vous faites ce genre d'opération chez des enfants ou c'est plutôt d'autres types de... Bon, c'est, je dirais, un sujet complètement différent, et des maladies complètement différentes. Il y a, chez les enfants, il y a certaines techniques qui se font par cathéter. Je dirais, mais la grande majorité, c'est quand même chirurgical, les traitements sont chirurgicaux chez les enfants. Il y a, alors, chez les jeunes, disons chez les adolescents, il y a aussi des implantations de valves en position pulmonaire. Bon, la valve pulmonaire, c'est la valve qui est la moins fréquemment touchée chez l'adulte, c'est dans les maladies congénitales. Mais il faut savoir, le TAVI, en fait, ça a commencé par la valve pulmonaire. C'était la première valve percutánée qui a été implantée, c'est en position pulmonaire. Donc oui, ça existe aussi, mais je dirais que c'est plus souvent alors, pour la chirurgie, c'est des cas de TAVI qui sont souvent très compliqués et qu'on n'arrive pas à résoudre juste avec des interventions par cathéter. C'est vraiment des techniques multiples. Pour une intervention mini-invasive, est-ce que pour une valve aortique bicuspide, il y a des contre-indications? Non, la chirurgie minimalement invasive peut être appliquée surtout par rapport au problème du patient et par rapport à l'anatomie du patient. Ce n'est pas la valve elle-même qui pose un problème. Si cette valve si le patient qui porte cette valve est en bonne condition physique, c'est-à-dire n'a pas de maladie coronarienne, son cœur fonctionne encore correctement et n'a pas d'autres problèmes autour dans le poumon, a priori, il peut bénéficier de cette méthode. Ok, merci. Question concernant les coups de cœur de la vie. Est-ce que ça a des conséquences sur le système valvulaire? Parce que comme ma femme est opérée, est-ce que je ne suis pas le fautif? D'ailleurs, a priori, l'homme est toujours fautif, donc il faut le prendre ainsi. Et puis des fois, on trouve, quand on opère les cœurs des femmes, on trouve beaucoup d'autres personnes dedans. D'habitude, on les laisse à l'intérieur, on ne les sort pas. Le choc émotif ne va pas avoir une influence sur le système? Le choc émotif sur le côté valvulaire, non. Sur le côté coronarien, peut user les coronaires à long terme lorsqu'on est stressé continuellement, ou on a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, mais le stress en est un. Oui, bonsoir. Oui, j'ai pas compris. Est-ce que les chirurgies mini-invasives, le TAVI, vous l'incluez dedans ou en dehors? Non, le TAVI n'est pas inclus dans les méthodes mini-invasives. C'est une méthode à part, ça fait partie des méthodes endovasculaires parce qu'on se sert des vaisseaux comme des routes pour y arriver. D'accord. Alors, dans ce cas-là, en termes de pourcentage, le TAVI, ça représente combien sur les 100% que vous avez dit avant? Oui, c'est quelque chose en évolution et ça dépend de quelle population on parle. Je dirais pour disons, TAVI est prouvé exclusivement pour la sténose aortique dégénérative.
sur valve tricuspide. Quelqu'un a mentionné la bicuspidie avant, qui est une maladie congénitale de la valve aortique, où là, disons, la vie est possible, mais avec des nettement moins bons résultats. Ça, ça se manifeste en général chez des patients plus jeunes. Donc, je dirais, c'est quelque chose en évolution. Actuellement, pour les rétrécissements de la valve aortique chez des patients âgés avec une valve tricuspide, je pense que le TAVI est en train d'arriver à près de 80-90% des cas. Par contre, chez les patients plus jeunes, c'est presque 100%. On va dire que chez les patients de moins de 70 ans, normalement, disons, ça reste quand même la chirurgie, sauf cas exceptionnel, ça peut arriver. Il y a des patients jeunes qu'on ne peut pas opérer pour diverses raisons, mais disons, c'est plus des histoires de chasse. D'accord, merci. Bonsoir. Après une opération de Ross à l'âge de 11 ans, notre fils, qui a maintenant 29 ans, devra peut-être se faire réopérer. Et je me demandais si la valve pulmonaire devait aussi être remplacée. Et tout ceci dépend de ce qu'il a. S'il doit être opéré pour la valve pulmonaire ou pour la valve aortique. Donc il ne faut pas changer les deux. Non, d'habitude sur l'euro, on est opéré pour la valve pulmonaire la plupart des fois, parce qu'il y a des dilatations du ventricule droit et des dilatations de la valve pulmonaire. De l'homogreffe qu'on a dû utiliser pour remplacer en fait sa valve pulmonaire qui se trouve maintenant en position aortique, parce que c'est un genre de domino l'opération de Roche, pour comprendre, juste pour que les autres comprennent. Donc si c'est la valve aortique qui doit remplacer la valve pulmonaire, non, on remplace uniquement la valve malade. Par contre, la valve pulmonaire, si elle souffre plus tard, parce qu'on ne doit pas la remplacer maintenant, on peut la traiter d'une manière endovasculaire, c'est-à-dire avec une valve percutanée qu'on place à l'intérieur de la valve pulmonaire malade. Alors, les valves mécaniques qui durent très longtemps, est-ce que tout le problème qu'il abîmait les globules rouges au début a disparu ou a été résolu? Et c'est juste ce que vous dites, les premières valves, là, qu'a montré le docteur Panos avec la bille, les valves de Starr étaient connues pour provoquer ce qu'on appelle de l'hémolyse, on pouvait détruire les globules rouges. Les dernières valves utilisées qui sont avec deux hémidisques de feuillet, ce type de valve ne cause pas de problème au niveau des globules rouges. Il y a des bonnes preuves, on a un bon recul dessus. Donc c'est des problèmes rencontrés avec les anciennes générations de valves. Même sur 30 ans. Pardon? Même sur 30 ans. Même sur 30 ans, disons, ces valves ont commencé à être implantées il y a déjà 25-30 ans. Oui, on a déjà suffisamment de recul. Les valves de Starr, ça remonte à plus de 40 ans. Ouais, 40-50 ans. Non, c'est plus vraiment d'actualité. Il peut y avoir des problèmes de destruction de globules rouges avec les valves, mais c'est surtout lorsqu'il y a des sténoses sur ces valves mécaniques, c'est-à-dire il y a du tissu qui pousse dessus ou dessous, ça diminue de nouveau l'ouverture de la valve, ou alors il y a des fuites à côté, c'est-à-dire que du sang s'infiltre entre l'anneau du patient et la valve. Et les vitesses deviennent très hautes, et là on peut avoir encore des problèmes de destruction des globules rouges, mais ce n'est pas un problème inhérent propre de la valve. Est-ce que l'opération peut être faite une deuxième, troisième, quatrième fois au même endroit? Ça dépend déjà de l'endroit. D'habitude, on peut opérer deuxième, troisième fois les patients, ça arrive. Chaque fois qu'on doit réopérer, ça représente un risque plus accru et puis une difficulté technique plus élevée, mais on le fait assez fréquemment. En tout cas, pour une deuxième fois, on le fait fréquemment. Je vais rajouter, pour des patients, ça dépendra aussi bien sûr du profil du patient. Les patients très âgés, si on peut imaginer qu'ils ont été opérés une première fois à 60 ans, à 80 ans, sont peut-être plus réticents à les opérer.
maintenant, de plus en plus, il y a des techniques percutanées où on peut remettre une valve, par exemple, une valve type TAVI, une valve percutanée endoscopique, dans une valve chirurgicale qui a été implantée au préalable. Et ça peut se faire en position antique, mais aussi dans toutes les autres valves. Là, il y a la particularité qu'il y a déjà une prothèse en place et que c'est facile pour nous d'aller mettre une nouvelle prothèse en s'agrippant dans l'ancienne prothèse. Donc, de plus en plus, pour ces répétitions d'intervention, surtout chez des patients très âgés, on n'est pas très tranquille de réopérer, la technique endovasculaire prend sa place. Oui, bonsoir. Donc si on a déjà été opéré avec une valve biologique, par la méthode TAVI, il n'est pas recommandé de le refaire à la fin de... Puisque la prothèse biologique dure 10 à 15 ans, on peut supposer qu'il faudrait réopérer après cette durée. Alors ça, c'est tout un débat actuellement, disons, dans le domaine de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque. En principe, chez des patients jeunes, on va dire, quand ils ont moins de 60 ans, on a tendance à mettre, les chirurgiens vont mettre des valves mécaniques, donc qui durent longtemps, qui durent 30 ans. Au-dessus de ça, ils vont mettre des valves biologiques. Alors après, au-dessus de 75 ans, si c'est du TAVI, c'est aussi une valve biologique. Dans une valve mécanique, on ne peut pas réimplanter une valve par cathéter, c'est pas possible parce que la structure ne le permet pas. Par contre, dans une bioprothèse, une prothèse biologique, qu'elle soit implantée par le chirurgien ou par voie percutanée, on peut refaire un TAVI à ce moment-là. Merci. Si dans une valve par laquelle passent les fils pour un pacemaker, vous pouvez mettre une prothèse après Ça peut être problématique parce que ça, disons, ça impliquerait d'écraser la sonde de pacemaker au sein de la valve. Oui, ça peut être un problème, mais bon, c'est parfois des problèmes rencontrés, il y a des solutions, parfois il faut mettre une autre sonde. En principe, on n'aime pas écraser une sonde de pacemaker avec une nouvelle valve. Merci, bonsoir. Si la valve doit être changée, enfin réparée, qu'est-ce que vous faites? Alors, ça dépend de quelle valve on parle. En principe, on parle de la valve tricuspide. C'est possible de réparer la valve tricuspide. C'est possible de changer la valve tricuspide, ça ce sera chirurgical. Aller mettre par cathéter une nouvelle valve alors qu'il y a une sonde à l'intérieur, ça devient plus compliqué. Donc ce sera probablement plus une prise en charge chirurgicale à ce moment-là. Bonsoir. Je me posais une question pratique. Quand vous faites une opération par la technique TAVI, comment est-ce que vous faites pour positionner votre stent de manière à ce qu'il soit au bon endroit, bien symétrique? C'est par endoscopie ou... Oui, le film que j'ai montré, on va dire, est assez schématique et succinct. Mais... Donc c'est une intervention qui se passe, je ne vais pas mentionner, ça se passe en salle de cathétérisme. Donc c'est une salle d'intervention avec une installation de radiologie. Donc on a une caméra à rayon X qui va filmer en direct ce qui se passe. Et en fait, le moment du positionnement de la valve, quand on amène la valve à cet endroit-là, en même temps, alors on voit la valve à ce moment-là, on voit les calcifications de la valve au rayon X, donc on sait à peu près où on est. Et puis on va mettre un deuxième cathéter en fait à côté où on va injecter de l'iode. Et l'iode va opacifier l'aorte et va nous permettre de voir exactement où on est. Donc le positionnement doit se faire extrêmement précisément, je vais passer beaucoup de détails. On accélère le cœur avec un pacemaker à peu près 180 battements par minute pour l'empêcher de se contracter, pour pas que la valve bouge. Il y a un tas de choses qu'on fait pour vraiment que la position de la valve soit le plus précis possible. Parce qu'évidemment, on fait ça, si vous voulez, un peu à cœur battant. Hein.
Alors, on a cette technique justement d'accélérer le cœur pour empêcher que la valve bouge. C'est comme ça pour provoquer une arythmie. Bonsoir. S'il y a des gens qui sont allergiques à l'iode? Oui, c'est extrêmement rare une vraie allergie à l'iode, mais c'est devenu extrêmement rare avec les produits iodés actuellement. Bonsoir. Est-ce qu'on peut opérer deux valves dans la même opération? Oui, certainement, et puis c'est ce qu'on fait d'habitude. On opère tout ce qu'il faut. Quand on va pour opérer quelqu'un, on opère tout ce qu'il faut opérer sur la même, pendant la même intervention. Donc on peut opérer la valve aortique et la valve mitrale en même temps. On peut opérer la valve mitrale et la valve tricuspide en même temps, ou les trois valves ensemble, ou associer aussi des gestes sur les coronaires ou sur l'aorte ascendante. On doit tout faire sur le moment quand il y a une indication de le faire. Il ne faut pas le faire préventivement. Dans quel cas intervient notre robot? Dans quel cas? Vous intervenez avec le robot? Alors le robot a été, si j'ose dire, inventé pour la chirurgie cardiaque, de manière à pouvoir manipuler les instruments dans des cavités très petites. Finalement, on a commencé à donner beaucoup d'importance et on est revenu un peu en arrière avec l'avènement de la chirurgie vidéo-assistée qui nous permet d'être beaucoup plus performants parce qu'il n'y a pas le robot qui s'intercale entre le chirurgien et le patient. Actuellement, les résultats, le robot sur le côté cardiaque, il est en train d'être un peu délaissé, si j'ose dire, en faveur de la vidéo-assistée, de la chirurgie vidéo-assistée. Bonsoir, j'ai deux questions. La première est au niveau du traitement médicamenteux post-opératoire entre une valve mécanique et une valve biologique, est-ce que le traitement est identique? Je pense aux anticoagulants. Non, le traitement est complètement différent. Une valve mécanique a besoin d'être anticoagulée avec du Syntron ou des médicaments qui sont anti-vitamine K, qui bloquent la vitamine K au niveau des facteurs de la coagulation. Les valves biologiques, en principe, elles n'ont pas besoin d'être anticoagulées, sauf s'il y a d'autres pathologies du patient, c'est-à-dire s'il a une fibrillation auriculaire, ce qu'on appelle une arythmie. Là, le patient, il doit être anticoagulé, mais pour l'arythmie, pas pour la valve biologique. Et la valve biologique peut suffire, pour la valve biologique peut suffire l'aspirine comme anticoagulation s'il n'y a pas d'autres pathologies qui nécessitent une anticoagulation. La deuxième question est si l'aorte ascendante a déjà été on va dire, modifiée, remplacée, est-ce qu'on peut intervenir aussi sur la valve aortique? Oui. Des fois, la valve, par exemple pour les patients qui ont une valve qui est continente et puis ils ont un anévrisme de l'aorte ascendante, on a dû remplacer l'aorte ascendante dans un premier temps et puis après une dizaine d'années par exemple, la valve du patient native elle présente un problème. Là oui, on peut aller remplacer la valve aortique à travers le tube qui constitue l'aorte du patient, c'est-à-dire on incise le tube qui est à la place de l'aorte et on a accès vraiment à la racine de la valve aortique où on excise et on peut implanter une valve mécanique ou biologique. Et cette technique par le TAVI ou chirurgie classique? Ça dépend de l'âge du patient. Donc si l'âge du patient rentre ou s'il a d'autres pathologies qui ne permettent plus d'être opéré, là la technique TAVI peut résoudre le problème et constituer le traitement définitif pour ce patient. Est-ce que ce serait une stratégie, quand on est jeune, de se faire opérer par une valve, enfin se faire remplacer la valve par une valve biologique, d'attendre 15 ans et de mettre du TAVI? Ah oui, c'est une excellente question. C'est une question qu'on se pose nous-mêmes aussi pour nos patients. Comme je l'ai montré, le TAVI, ça ne date pas d'il y a si longtemps. Hein. Ça date d'il y a moins de 20 ans. On n'a pas encore tant de recul pour pouvoir, disons, extrapoler si on peut faire ça chez des patients très jeunes. Alors, on sait que ça tient grosso modo 10 ans, probablement que ça tiendra plus, aussi 15 ans, un peu comme les bioprothèses chirurgicales.
oui, ça peut être une stratégie de se faire opérer une fois et puis les fois suivantes d'avoir un TAVI, ou de se faire opérer une ou deux fois avec des bioprothèses et une troisième fois par un TAVI. On peut tout imaginer. Effectivement, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas de traitement anticoagulant qui peut parfois être embêtant, surtout dans les situations de l'arrêter et des saignements. Ça arrivera probablement un jour où on va faire des stratégies comme ça. Mais je dirais pour l'instant, on en reste quand même à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire chez des patients plutôt jeunes, on met des valves mécaniques, et chez des patients plus âgés, on met des valves biologiques. Mais ça peut arriver qu'on mette des valves biologiques chez des patients plus jeunes qui refusent l'anticoagulation, que les chirurgiens sont amenés à le faire. Je dirais que c'est assez rare. Disons, on ne propose pas par contre un TAVI à un patient jeune opérable, même s'il veut une valve biologique. Je dirais on est complètement hors du clou, là, c'est des choses qu'on n'a pas étudiées, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de recul, mais en théorie c'est possible. J'aimerais juste savoir, l'aspirine cardio, c'est la même efficacité chez les femmes et chez l'homme? A priori, oui. Parce que j'ai entendu dire que chez la femme, c'est pas le même effet. C'est pas vrai. Écoutez, non, c'est la même dose pour tout le monde, sinon je crois que ça serait, on adapterait les doses sous le poids, mais non, les deux aspirines sont les mêmes. Est-ce qu'une fuite peu importante de la valve mitrale peut créer ou entretenir de l'arythmie cardiaque avec fibrillation auriculaire? Oui, c'est une bonne question. Je dirais, on peut les observer en même temps. C'est parfois deux facettes d'une même maladie. La fuite en elle-même ne va pas forcément entraîner la fibrillation auriculaire si elle n'est pas importante. Disons, un des mécanismes de la fibrillation auriculaire, c'est revenir sur l'insuffisance mitrale. Une des raisons de la fibrillation auriculaire, c'est quand justement il y a du sang qui régurgite en arrière, ici à travers la valve, et va venir causer une dilatation de l'oreillette gauche, de cette cavité. Le fait que la cavité se dilate va faire un terrain propice aux arythmies, donc à la fibrillation auriculaire. Il faut en principe que ce soit quand même une bonne fuite, disons une fuite assez importante. On peut imaginer qu'une fuite, on va dire, de degré moyenne qui progressivement fait dilater l'oreillette aussi. Mais souvent, dans ces cas-là, c'est plutôt... on sait qu'il y a une association entre la fibrillation auriculaire et certaines malformations de la valve mitrale avec des fuites. Et il n'y a pas forcément un lien de cause à effet, mais plutôt une association de facettes d'une même maladie. Merci. Du coup, je rebondis sur la question de madame. Justement, lorsqu'il y a de la fibrillation, donc de l'arythmie, par rapport à cette fuite, que préconisez-vous? Donc, c'est le changement de la valve? Alors, pour la régurgitation mitrale, l'apparition d'une fibrillation auriculaire, quand il y a une régurgitation mitrale sévère, c'est une indication à opérer, effectivement. C'est une des raisons d'aller faire une intervention. Parce qu'à ce moment-là, quand c'est vraiment donc une fuite sévère, quand on est en train de parler d'une fuite sévère qui dilate l'oreillette et qui va entraîner l'arythmie, là, c'est une indication à intervenir. C'est-à-dire qu'il y a déjà une conséquence de cette fuite au niveau du fonctionnement du corps. Est-ce qu'une dilatation de l'oreillette quand on a la valve tricuspide est une contre-indication au fait de remplacer la valve par les voies Non, je dirais ni par voie percutanée, ni par voie chirurgicale. La taille de l'oreillette, c'est pas quelque chose qui nous embête, je dirais, techniquement. Je n'ai pas compris, juste pour être un peu plus précis, s'il y a déjà une valve biologique à la place de la valve tricuspide ou il n'y a pas du tout? Non, là dans ce cas-là, il n'y a pas de contre-indication pour ça. On peut remplacer la valve tricuspide, on essaye de la réparer. C'est la technique de choix. Par contre, si on n'arrive vraiment pas,
on est vraiment acculé, si j'ose dire, de la remplacer. La meilleure technique est de réparer la valve tricuspide. Malgré les électrodes de pacemaker, si c'est pour une réparation, on peut laisser les sondes avec les électrodes du pacemaker à l'intérieur. Quand on a une réparation de la valve mitrale, est-ce que la durée de vie est la même que quand on fait un remplacement? Ça, c'est une excellente question. Tout dépend du type de réparation et du type de la pathologie initiale. Donc, les réparations les plus stables sont celles du feuillet postérieur de la valve, et celles-ci sont stables. Les statistiques, c'est 98% de stabilité au bout de 10 ans. Donc, c'est considéré très stable. Le remplacement de la valve dure, évidemment, si c'est une valve mécanique, dure pour 30 ans, dure pour toujours, mais l'espérance de vie d'un patient qui a une valve mécanique n'est pas du tout le même que celui qui a une réparation. Celui qui a une réparation est considéré qu'il a la même espérance de vie que la personne du même âge qui n'a jamais eu de problème valvulaire. Et ce n'est pas du tout le cas de quelqu'un qui a une valve mécanique ou biologique. Ok, merci. Bonsoir. Ma première question, c'est qui sont les leaders dans la fabrication de ces valves mécaniques ou d'origine animale? Est-ce qu'en Suisse, on est performant dans ce secteur ou elles proviennent d'où? Excusez-moi, les valves mécaniques, pas d'origine animale, les valves biologiques, vous biologiques, entendez? voilà, pardon. Non, en Suisse, on ne fait pas des valves biologiques. Actuellement, il y en a quelques constructeurs, si je dis, quelques manufactures des valves biologiques. Et ce qui fait surtout la différence, c'est le procédé de décellularisation, c'est-à-dire le procédé d'enlever les cellules du tissu animal qui compte. Entre les 2-3 marques principales, elles sont plus ou moins équivalentes à 2-3 ans de suivi près. Donc, c'est des valves qu'on connaît à leur forme actuelle depuis une quinzaine d'années. En tout cas, on arrive à 20 ans pour certaines compagnies. Donc, on les connaît assez bien. Mais il n'y a pas de fabricants suisses pour ça. D'accord. Et ma deuxième question, s'il faut faire un remplacement de cette valve, est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Est-ce que l'évolution technologique dans la fabrication, dans tous ces procédés, est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce que c'est stable depuis 10 ou 15 ans? On implante toujours les mêmes produits ou est-ce qu'il y a vraiment des changements significatifs? Non, il y a eu des changements qui sont considérés significatifs depuis les années 80 sur les valves biologiques, mais surtout de nouveau pas tant de la forme qui continue à imiter notre valve native, mais sur les procédés de traitement des tissus animaux. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Déjà, si on peut attendre. Si on peut attendre, disons, ça veut dire qu'on ne doit pas être encore opéré. Maintenant, si on doit être opéré, on attend trop pour espérer avoir un produit d'une génération future. Des fois, on perd le train, si j'ose dire, et puis on est plus mal après qu'avant l'opération. Bonsoir. Je rebondis sur la question de monsieur. Effectivement, sur les valves mécaniques, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis une trentaine d'années à peu près. Que pensez-vous d'une valve mécanique qui n'aurait pas besoin d'anticoagulants? C'est une excellente idée. Il y en a un projet d'une valve mécanique qui n'a pas besoin d'anticoagulation, plutôt qui a besoin de moins d'anticoagulation que les autres. Il y a des études qui courent, mais pour le moment, il n'y en a pas encore de délibération sur ce sujet. Est-ce que ça aurait un intérêt avec ce développement des valves transcathétales? Tout à fait. Il y aura un intérêt parce que pour le moment, je pense que pour les 10 prochaines années, on ne va pas être amené à implanter des valves percutanées chez les jeunes par exemple, de 20 ou 25 ans, par exemple.
Mais là, le contre, si on essaye d'imaginer en dehors de la boîte, si on arrive à réparer la valve aortique du patient ou la valve mitrale, là on va réparer la valve plutôt que de la remplacer. Merci. J'aurais juste une autre question aussi. Comment expliquez-vous que sur certains TAVI, le taux d'implantation d'un pacemaker à vie en fait est aussi élevé? C'est presque un patient sur 5 en fait sur certaines valves. Oui, c'est juste. Ça dépend quel type de valve. Grosso modo, il y a deux types de valves actuellement sur le marché. Il y a la valve Sapien et la valve Corvalve. Disons, la raison pour laquelle on doit implanter un pacemaker définitif dans certains patients après un TAVI, c'est que quand on implante la valve en fait au voisinage de ce qu'on appelle les faisceaux de conduction électrique du cœur, donc qui passent juste ici. Donc quand on met la valve, il y a un risque d'aller écraser ces faisceaux de conduction. Ça dépend généralement de la position de la valve. Ensuite, ça dépend aussi, disons, du patient. S'il a déjà, on va dire, des faisceaux de conduction qui sont un peu usés, et ça on le voit sur l'électrocardiogramme simple, il est beaucoup plus à risque de devoir nécessiter un pacemaker par la suite. C'est juste que c'est presque un patient sur 4 dans certaines séries. Mais ça a nettement diminué. Disons avec la valve Edwards actuellement, qui est celle qu'on utilise le plus ici, les taux de pacemaker sont entre 5 et 10%. Et je veux dire que ça vient diminuer aussi avec la valve Medtronic, enfin la valve de la Corvalve. Et c'est vrai que 25%, disons, surtout si on commence à faire des patients plus jeunes, 25% de pacemaker, c'est un taux qui est extrêmement élevé. Chez des patients âgés qui ont déjà des troubles conductifs, disons, beaucoup de gens ont déjà des pacemakers à cet âge-là, disons, on va dire c'est une complication qui est plus acceptable. Si on fait ça chez des patients de 50 ans et qu'ils ont vraiment un pacemaker, il faut imaginer après il va falloir changer 3 fois le pacemaker, c'est pas une complication acceptable. Concernant le stress, c'est le danger numéro 1. Quel conseil vous donnez pour éviter le stress? C'est la philosophie plus que la médecine. Bon, déjà, pour être un peu terre à terre, au niveau des maladies valvulaires de stress antérieur, tout ce qui est maladie coronarienne, oui, c'est un gros facteur, mais en fait, ils ont l'hygiène de vie et le stress n'a aucun lien avec les problèmes de vie. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Après, comment réduire le stress, on peut parler tranquillement. Je crois qu'on a chacun notre côté. Et puis la cigarette. Oui, c'est pas bien. Mais il n'y a a priori pas de lien avec les valves non plus. Merci. Ok, donc. Merci de votre présence. Merci. Je vais aussi profiter pour remercier la direction, l'équipe de Radio Sorin et aussi l'équipe de Mme Villela, la communication qui nous a fait un énorme travail d'organisation. Merci.